Alors dans ce chapitre, je vous propose de plonger un petit peu plus dans les modèles. On avait vu un petit peu les différentes méthodes que l'on pouvait faire pour récupérer des contenus, mais on va parler plus précisément dans ce chapitre de la classe Eloquent et voir comment on peut lui préciser comment récupérer des informations. Alors, ici on avait créé le système d'articles et sur les articles on avait la possibilité de les mettre en ligne. Donc là actuellement il y a un seul article qui est en ligne, c'est l'article AZ2. Le problème c'est que dans mon système je les récupère tous. Donc la première technique, c'est de se dire, pas de problème, dans mon contrôleur, je vais rajouter une condition en disant ici, je veux seulement les articles où le champ online est égal à true ou à 1, peu importe. Si je fais ça et que j'actualise, ça me donnera bien un seul article. Le problème, c'est que plus tard, je pourrais me dire, attention, dans la fonction view, je veux la même condition, et un peu partout. Donc le problème, c'est qu'on va se répéter. Donc on a la possibilité de définir des scopes. Les scopes nous permettent de mettre et d'injecter dans nos requêtes différentes conditions, un order by, et ainsi de suite. Donc là, je vais aller dans mon modèle post, et pour définir un nouveau scope, vous faites une fonction publique qui va devoir commencer par le mot-clé scope. Et ensuite, on utilise du camel case. Donc, par exemple, published. Donc, ce scope-là permettra de récupérer tous les articles publiés. Ce scope prendra toujours en paramètre la requête. Requête que l'on pourra ensuite retourner une fois que l'on l'aura modifiée. Par exemple, ici, on pourra faire return, query, et on remettra la même condition. On veut que le online soit égal à 1 ou à true. Lorsque je vais maintenant dans mes contrôleurs, plutôt que de mettre le where online est égal à true, je peux mettre where, je peux mettre mon scope, comme ceci. Donc vous voyez bien, le nom est important. On retire le scope et ensuite on utilise du camel case à partir de ce mot-là. Si j'actualise ma page, je vais obtenir le même résultat. Donc l'avantage, c'est que ce scope-là, je pourrais l'utiliser ailleurs. Par exemple, si je veux changer la fonction de consultation, je pourrais dire, pour récupérer l'article, tu fais un post, tu récupères l'article publié, published, tu lui demandes ensuite la condition, donc c'est where id et l'id est passé en paramètre, et je veux prendre le premier où j'échoue. Et ensuite, je fais tout simplement un return de post. Donc par défaut, si vous retournez un objet, ça vous renverra, je crois, un JSON. Si maintenant j'essaie de consulter l'article numéro 3, ça fonctionne. Si j'essaie de consulter l'article numéro 2, je me retrouve avec une erreur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est que vous avez déporté ça au niveau de votre modèle. Si jamais vous souhaitez faire des changements, vous pouvez le faire. Par exemple, je vais lui dire, en plus, je veux que la date de création, donc on va prendre le champ created at, il soit inférieur à aujourd'hui. Comme ça, je pourrais mettre des articles à poster plus tard. Donc c'est created at est inférieur à no. Alors, vous allez voir que ça va poser un autre problème, mais c'est un truc comme ça que je souhaite faire. Du coup, si je prends mes différents articles, on va passer cet article à online à 1 et l'article AZ2, on va le publier en 2016. Si j'actualise, la page qui liste les différents articles, je vois que ça m'affiche les deux. La condition ne semble pas fonctionner. Alors on rencontre un petit problème lorsqu'on va travailler avec Eloquent, et je vous conseille de faire ça assez tôt, c'est qu'on n'a pas ici accès aux requêtes SQL. Du coup, on navigue un petit peu à l'aveugle. Donc on a un package qui s'appelle Laravel Debug Bar qui vous permet, comme son nom l'indique, d'avoir une petite barre de debug. Cette barre va nous être très utile lorsque l'on va souhaiter obtenir des informations, et notamment la requête. Donc pour l'installer, on utilise Composer. Donc on va aller lancer ça tout de suite. Donc je vais me rendre dans mon dossier, c'était lab tuto Laravel, et je vais faire un coup de Composer require. Ensuite, il nous faut charger le service provider qui va permettre de charger les différentes choses. Et après, on peut avoir une façade si on souhaite interagir avec la barre. Nous, dans notre cas, on n'aura pas besoin de ça, donc on va juste utiliser le service provider. Donc je vais me rendre dans mon fichier app.php qui se trouve dans le dossier config. Et dans mon dossier, je vais aller lui dire, utilise la debug bar. Voilà. Et j'attends ici qu'il finisse avec la génération de l'autoloader. Donc automatiquement, si je reviens et que j'actualise ma page, j'ai en bas ici une petite barre qui me permet de voir la requête. Et là, je vois que j'ai une petite requête qui
qui me demande que le champ created soit inférieur à no entre guillemets. Alors ça me va pas forcément parce que moi je veux vraiment écrire la requête en dur. Donc si vous souhaitez le faire, vous avez une méthode ici. On n'utilisera pas where, mais plutôt where row, où on pourra mettre notre requête directement à l'intérieur. Si j'actualise, vous allez voir que ça me sort maintenant que le nouvel article et j'ai bien une requête qui est construite de la bonne façon. Voilà, donc faites très attention, le where est sympa lorsque vous souhaitez lui envoyer des paramètres, comme c'est le cas ici. Si vous souhaitez faire des requêtes un petit peu plus complexes, on préférera utiliser where row, qui nous permettra d'utiliser les différentes méthodes ou les choses comme ça. De la même manière, il me semble que ici, on peut... Alors, je vais vous le montrer, même si moi je préfère utiliser le where row. On peut lui dire, bon ben ça, c'est bien quelque chose que l'on contrôle, c'est-à-dire on n'a pas de risque d'injection, il n'y a pas besoin de l'échapper. En faisant db, donc la façade, row, et hop, on lui envoie ce paramètre. Voilà, et hop, je retire ça. Si maintenant j'actualise la page, vous voyez que j'obtiens le même résultat. On a le champ created add qui lui est échappé. On a le signe inférieur et ensuite ici on a vraiment du code raw entre guillemets SQL, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'échapper et de mettre des petits guillemets autour. Voilà, donc c'est un petit peu plus poussé, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que si on ne sait pas faire, on se pose souvent la question. Donc de la même manière, au niveau du scope, vous avez la possibilité de passer des paramètres. Alors, par exemple, imaginons on veut faire un système de recherche et on va chercher tout ce qui contient dans le titre article. Bon, c'est un exemple assez vague, mais ça permettra de faire le taf. Donc, vous créez une nouvelle fonction qu'on va appeler scope search by title, par exemple. Et vous mettez en premier paramètre la requête et en second paramètre, par exemple, votre recherche. Et vous pouvez ensuite travailler avec ce paramètre-là en faisant un return query where. On va vouloir le... Oui, c'est ça, c'est bien le champ titre. On va mettre title, like... Et ensuite, pourcentage, et le mot-clé Q. Donc là, on va mettre comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, si je veux rechercher, je peux lui demander au niveau de ma fonction index de prendre les articles qui sont publiés, ou même pas, directement, de rechercher ces articles. Donc la méthode, ça sera search by title. Donc ça sera search by title et le titre passé en paramètre article. Si j'actualise ma page, hop, vous voyez que ça me sort un where title like, ce qui est passé en paramètre. Donc ça peut être utile si vous souhaitez faire des choses un petit peu plus complexes. Et évidemment, ces scopes, vous pouvez toujours les cumuler. C'est-à-dire que je veux en plus les articles qui sont publiés. Et là, ça me sortira seulement le premier article. Donc ça permet d'éviter de se retrouver dans les contrôleurs avec une méthode qui va contenir 3 tonnes d'informations et avec plein de méthodes comme ça les unes à la suite des autres. Ce sera beaucoup plus pratique d'utiliser les scopes. L'avantage, c'est que comme ça, si jamais vous avez envie de travailler sur la manière dont sont récupérées les données, vous allez travailler sur le scope au niveau de votre modèle et non pas aller modifier vos contrôleurs. On va continuer sur ces systèmes-là. On va maintenant parler des getters et des setters. Donc on a la possibilité de créer des accesseurs et des mutateurs pour nos différentes propriétés, pour pouvoir les récupérer et aussi les insérer au niveau de notre base de données de manière différente. Donc pour créer un getter, il suffit tout simplement de créer la méthode get suivie du nom du champ que l'on souhaite récupérer. Donc par exemple, on va créer un mutateur pour le title, get title, et ensuite on met attributes. Cette fonction prendra en paramètre l'attribut. Donc nous, dans notre cas, ici, on va se retrouver avec le titre qui est ici. Et on peut y faire des modifications. Si vous ne souhaitez rien faire, vous faites juste un return de la valeur qui est passée en paramètre. Si je fais ça, je vais me retrouver avec aucun problème. Alors, au passage, je vais enlever les scopes pour pouvoir récupérer tous mes articles. Si par exemple, je veux mettre une majuscule au premier mot, je peux ici faire un return de UCFirst value. Et automatiquement, ça affectera la modification. C'est-à-dire que lorsque je vais récupérer mon contenu, vous voyez que ça rajoute une majuscule. Par exemple, on peut faire un string to lower aussi. Bon, il y a plein de choses, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais vous voyez, hop, ça permet de mettre tous les articles en minuscules. Bon,
On peut en avoir besoin, mais c'est vrai que c'est assez rare parce qu'il faudra faire attention. Ce que vous faites là, ça va tout affecter. C'est-à-dire que si quelqu'un va se mettre à éditer l'article, l'article qui sera récupéré au niveau du champ, il sera muté grâce à votre getter. Donc c'est pas idéal. Ce que vous avez aussi la possibilité de faire, c'est de définir des setters. C'est-à-dire que lorsque des données sont enregistrées ou lorsque l'attribut va être redéfini, automatiquement je vais le modifier. Donc pour définir un setter, vous faites un public function set, la même chose, set title attribute. Donc c'est toujours set, le nom de votre champ camel case suivi de attribute. Donc par exemple, on pourra dire, lorsque tu définis le titre, on fera this attribute title et le titre, on va le mettre en uppercase. Donc string to upper value. Alors ce que je vous propose, c'est de tester avec la petite commande tinker ce coup-ci. Donc on va faire un coup de PHP artisan tinker. On va récupérer notre premier article en faisant un app anti/post find même first. Tout simplement, on va pas se prendre la tête. Et ça, on va le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler app. Et ici, c'est bien first. Si je fais app, j'aurais dû l'appeler post, c'est pas grave. Title égale salut les gens. Si maintenant je fais app title, je vois que ça me sort le truc en majuscule. C'est-à-dire que dès que vous définissez quelque chose, ça va l'altérer. Alors un cas idéal dans ce que l'on a vu, c'est le cas du slug. Si je me rends sur la partie, la page d'accueil, donc c'était toutes les news. Si je vais sur la news AZ2, lorsque je soumettais sans mettre de slug, c'était pas idéal parce que le slug restait vide. Et j'aimerais bien qu'il le génère de manière automatique. Donc ce que l'on peut faire, c'est définir un mutateur pour le slug en faisant set slug attribute qui prendra en paramètre la valeur et en disant attention, si la valeur est vide, c'est-à-dire que j'essaie de set un slug vide, ou je peux utiliser la fonction empty, allez, if empty de value, dans ce cas-là, l'attribut slug, ça sera le titre qui sera slugifié. Alors pour le slugifier, je vais avoir besoin de faire appel à une classe particulière qui est la classe string. Donc là on fait str, voilà, qui se trouve dans support. C'est une classe statique, elle n'a rien de particulier si vous regardez à l'intérieur. Donc il n'y a pas besoin d'injection ou quoi que ce soit. Et ici on utilise la méthode slug. Et en slug, le titre que l'on récupère en faisant this title. Voilà, et vous avez que ça à faire. Maintenant, si je sauvegarde l'article en ne soumettant aucune URL, automatiquement, vous voyez que le slug est généré. Donc ça peut être plutôt pratique. Alors de la même manière, par défaut, Laravel applique déjà des mutateurs. Si on regarde un petit peu, dans nos articles, le champ created at. Donc on voyait ici que c'était une chaîne de caractères, mais lorsque l'on regarde d'un petit peu plus près, on se retrouve avec une instance de carbone anti/carbone. Alors, si vous n'avez jamais travaillé avec cette classe-là, c'est tout simplement une classe qui permet de gérer les dates et d'effectuer différentes modifications. Alors, ce n'est pas une classe qui est propre à Laravel, c'est vraiment une classe que l'on peut utiliser en dehors de Laravel totalement. Alors, je crois que c'est celle-là. On va se rendre sur le dépôt GitHub. Mais ça contient tout un tas de méthodes qui permettent d'interagir plus simplement avec les dates. Donc automatiquement, Laravel, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il voit un champ qui s'appelle created at ou updated at, il utilise le système de getter et de setter pour le muter. C'est-à-dire qu'il va le transformer en objet de type carbone et sur lequel on pourra faire différentes méthodes. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser cette classe-là qui contient pas mal de méthodes utiles. Par exemple, il y a une méthode qui s'appelle diff for humans qui permet de vous afficher un truc genre 2 minutes, il y a 2 minutes. Voilà, donc là, par exemple, vous pouvez faire $app created at, et vu qu'on a un objet carbone, on peut faire diff for human. Je crois qu'il y a un S. C'est diff for humans. Voilà, et ça me donne il y a une semaine. De la même manière, on a une autre méthode. Est-ce que cette date est dans le futur ou pas? Voilà, et vous avez tout un tas de méthodes comme ça qui est plutôt pratique. Parfois, vous avez peut-être envie de créer vous-même vos propres mutateurs. Donc, on va prendre un exemple. On va quitter le Tinker et on va se créer un nouveau champ pour nos articles, qui va être le champ de publication. Donc, pour cela, on fait PHP artisan make.migration et add published on _post.
Et on va dire qu'on est en train de tabler la table qui s'appelle post. Donc je vais modifier ma migration, donc c'est published on, et là je lui dis pour ma table, tu vas créer un nouveau champ de type datetime, et ça sera la date de modification. Donc ici ça sera published underscore at. Voilà, et c'est tout ce que l'on a à faire. De la même manière, ici j'oublie complètement de le faire à chaque fois, mais dans la méthode done, il faudrait indiquer de supprimer ce champ pour pouvoir revenir en arrière. Là on n'en a jamais besoin, donc on s'en fiche. Donc on fait php artisan migrate, et on va récupérer notre premier article. Donc on va refaire un php artisan tinker, et on est parti. Donc on fait $post égale app /post first pour récupérer notre premier article. Et si je fais post published underscore at, je vois que je me retrouve avec une chaîne de caractères. Alors que là, j'aimerais bien plutôt avoir un objet de type date, un objet de type carbone. Donc si vous souhaitez rajouter de nouvelles dates, il faut au niveau de votre modèle créer une nouvelle fonction qui s'appelle getDate. Et dans cette fonction, retourner les différents attributs qui permettent de récupérer les dates. Donc là, par exemple, created at, updated at, et surtout notre nouveau champ published at. Si on fait ça et que l'on relance un coup de Tinker, maintenant automatiquement ce champ published at sera aussi utilisé. Donc si je récupère le premier article et que je fais un post published at, je me retrouve maintenant avec une instance de carbone et je peux travailler beaucoup plus facilement avec ce système de date. Enfin, on va finir sur un dernier petit détail. Dans le chapitre sur les routes, je vous avais, alors je sais plus, je crois que c'était le chapitre sur les routes ou peut-être dans les travaux pratiques, je vous avais montré que lorsque l'on voulait récupérer un lien, par exemple, j'envoyais, alors c'était dans les routes, j'envoyais comme ça le lien. Et on peut se demander d'où il sort cette propriété-là. Lorsque, par exemple, je vais dans Post Index, je vois que pour envoyer le lien, je lui disais « Je veux aller vers l'action news.edit », mais ensuite, je lui envoie juste l'objet. Comment il peut savoir quel élément récupérer? Pourquoi il se dit « c'est l'idée ». En fait, il utilise une méthode qui est la méthode getRootKey. Si vous voulez la changer, vous pouvez faire public function getRootKey. Et là, vous retournez ce que vous voulez renvoyer. Donc, si vous voulez renvoyer plutôt le slug, vous mettez ici this slug. Donc, évidemment, il faudra modifier vos routes en fonction. Mais maintenant, si vous actualisez, automatiquement, lorsque vous allez sur la page éditer, vous voyez que le paramètre qui est utilisé, ce n'est plus l'ID, mais le slug. Alors, forcément, toutes mes routes sont pétées parce qu'il ne s'attend plus à avoir ça. Mais voilà, c'est comme ça que le framework, c'est lorsque vous lui envoyez un objet, comment récupérer les informations. Voilà, donc de manière générale, lorsque vous modifiez ça, il faudra faire très attention parce que vous pouvez casser vos routes dans toute votre application juste en changeant cette chose-là. Voilà, donc là on a fini avec ces petites propriétés-là. Donc ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est d'aller encore un petit peu plus loin sur les modèles et on va parler des relations. Donc comment relier des modèles entre eux. Les articles c'est sympa, mais on veut que ces articles aient par exemple des catégories ou des tags. Comment on va faire ça ?